5 signes que tu es dans une famille dysfonctionnelle. Vous savez, tout le monde n'est pas né dans une famille avec laquelle il aime passer du temps. Certains courent vers leur famille et d'autres les évitent soigneusement. Parce que dans ces familles-là, les relations sont difficiles et les liens mutuels sont parfois très douloureux. Il y a très peu de bons souvenirs et un très mauvais système d'écoute. Un simple coup de fil, par exemple, peut vous déclencher de la panique, de l'irritation ou même de la colère. Vous quittez même parfois les réunions familiales avec un mal-être profond. Vous êtes irrité, déçu, énervé et parler à votre famille ou même en entendre parler vous déclenche de vives émotions, ainsi que des souvenirs douloureux que vous voulez absolument oublier. Il est donc important de comprendre que vous n'êtes pas bizarre ou anormal. Vous avez simplement grandi dans une famille dysfonctionnelle qui vous a fait développer des comportements de survie qui sont essentiels, mais malsains. Vous avez donc appris à vivre avec le dysfonctionnement comme étant normal. Et vous n'êtes probablement pas habitué à vivre sans le chaos, sans les conflits, sans les tiraillements. Les dynamiques dans les familles dysfonctionnelles peuvent avoir un effet considérable sur votre vie d'adulte. Mais pour vous libérer de votre passé, vous devez savoir exactement comment il vous a affecté. Comment donc reconnaître si nous sommes dans une famille dysfonctionnelle et que pouvons-nous faire pour nous aider nous-mêmes? Quelques réponses tout de suite après le générique. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Monta Science, la chaîne YouTube qui sensibilise sur la santé mentale et l'éducation culturelle. Il y a quelques jours, j'ai reçu une question d'une abonnée qui me demandait « Mais Yann, pourquoi je n'ai pas eu la chance de naître dans une famille normale ou dans une bonne famille ?» Étant entendu qu'elle vit beaucoup de conflits avec les membres de sa famille et se trouve constamment dans une situation d'évitement vis-à-vis de ces derniers. Elle fait tout pour ne pas les voir et ne pas avoir affaire à eux. On peut donc dire qu'elle fuit sa famille au mieux de ses intérêts, comme elle le dit. Certains lui diront « Oh, mais tu sais, il n'y a pas de famille parfaite. » C'est partout pareil. Ce qui n'est évidemment pas correct parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de famille parfaite, mais il y a des familles qui ont des dynamiques meilleures que d'autres. Tandis qu'il y a des familles avec des dynamiques nuisibles et néfastes pour le développement et l'épanouissement de leurs membres. Des familles qui n'assument pas leur fonction d'encadrement, d'éducation, de protection, de soutien et même d'amour. Des rôles et des responsabilités qu'elles sont censées assumer vis-à-vis de leurs membres. Oui, parce que la famille est notre premier lieu de socialisation. C'est dans la famille qu'on apprend à se comporter et à interagir avec les autres. Mais dans les familles dysfonctionnelles, on a des blessures anciennes qui sont constamment ravivées et entrent par des réactions encore et encore inappropriées. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de changement. Les membres de la famille vont reproduire toujours des dynamiques qui vont contribuer au mal-être et à la mésentente entre les membres de la famille. Mais attention, il ne s'agit pas toujours des parents, mais bien aussi des relations entre frères et sœurs, qui peuvent parfois causer autant de tort que les relations avec les parents. Dans la suite de cette vidéo, je vais structurer mes propos autour de 4 points principaux. Je vais commencer par clarifier le concept de famille dysfonctionnelle. Ensuite, je vous parlerai des différents rôles qu'on peut retrouver dans ces familles, à savoir qui joue quel rôle dans cette dynamique inadaptée. Par après, je citerai quelques résultats de recherche sur les problèmes de santé mentale qu'on peut retrouver dans ce type de famille. Et enfin, je terminerai par quelques signes qui peuvent indiquer que nous sommes dans une famille dysfonctionnelle. Et bien entendu, je fournirai quelques conseils et recommandations qui peuvent éventuellement vous aider à prendre soin de vous et de vos proches si jamais vous êtes dans une famille dysfonctionnelle. Premier point, qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle? C'est très important de définir les termes pour s'assurer que nous avons une compréhension commune du sens qui va être employé ici, puisque nous pouvons avoir des représentations très différentes de ce que c'est qu'une famille dysfonctionnelle. Et d'ailleurs, même, vous pouvez trouver plusieurs définitions dans la littérature. Pour ma part, je vais définir une famille dysfonctionnelle comme une famille qui se caractérise par des conflits,
des comportements inappropriés ou des abus récurrents. Les relations entre les membres de la famille sont tendues et peuvent être marquées par de la négligence, de la maltraitance ou même de la violence. Vous pouvez par exemple vous sentir obligé d'accepter sans vous plaindre un traitement inapproprié et nuisible à votre égard. Parce que c'est comme ça dans la famille, on l'approuve, on l'accepte. Dans cette famille-là, les normes ne sont pas toujours des comportements acceptables. Il arrive par exemple que les parents tolèrent un comportement abusif d'un frère sur sa sœur ou d'une sœur sur son frère. Cela peut être de l'intimidation, de la violence physique ou même sexuelle sur laquelle les parents et les autres membres de la famille vont fermer les yeux. Dans une famille dysfonctionnelle, il n'y a pas d'espace ouvert pour exprimer librement vos pensées et vos sentiments. Vous n'êtes pas en mesure de vous épanouir et de vous sentir en sécurité au sein de votre propre famille. Comment donc réagir les membres de la famille face à ce dysfonctionnement? Eh bien, la recherche démontre que plusieurs rôles vont apparaître. Des rôles qui vont justement permettre de maintenir ces schémas dysfonctionnels dans la famille. Toutefois, évaluer le dysfonctionnement dans une famille ne se limite pas à savoir quels sont les rôles qui sont présents ou combien ces rôles sont identifiés dans votre famille. Il ne s'agit donc pas de simplement cocher des cases et de dire « je suis dans une famille dysfonctionnelle ». S'il y a évidemment de conflits, évidemment de la honte ou évidemment de parler des problèmes, il y a un modèle dysfonctionnel qui devrait peut-être être abordé ou adressé. Ce qui me permet maintenant de passer au second point. Je vais vous présenter les 8 rôles qu'on peut retrouver dans une famille dysfonctionnelle. Premier rôle, le héros. Il s'agit de l'enfant préféré qui bénéficie d'un traitement spécial, d'éloges et même parfois d'attentes très élevées de la part de ses parents. Il peut aussi s'agir d'un enfant unique. Ici, l'accent est mis sur l'enfant héros pour masquer des problèmes sous-jacents de la famille. S'il a par exemple des frères et des sœurs, les parents pourront dire « Mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas exemple sur un tel ?» Les auteurs soulignent quand même que le fait que l'enfant héros a beaucoup d'attentes vis-à-vis de lui-même va parfois faire qu'il se retrouve très seul. Il se sentira souvent solitaire. Les auteurs expliquent également qu'un enfant unique qui a été élevé dans un style contrôlant, autoritaire pour développer de l'anxiété, de la dépression, des comportements de satisfaction des autres ou même de perfectionnisme et une mauvaise estime de soi. Deuxième rôle qu'on va retrouver dans ce type de famille, le bouc émissaire ou la brebis galeuse. C'est le membre de la famille que l'on accuse souvent d'être responsable des problèmes et des difficultés de la famille. C'est toujours de sa faute. Et dans certains cas, ce rôle sert à détourner l'attention des vrais problèmes de la famille. On parle aussi souvent de coupables désignés. Au moindre problème, on va le pointer du doigt. Troisième rôle, l'enfant parentifié. Il faut savoir que dans une dynamique familiale saine, les parents assurent la sécurité émotionnelle et répondent aux besoins de leurs enfants. Mais quand ces rôles sont inversés, il y a un souci. Les enfants parentifiés vont assumer la fonction du parent. Ils vont à un âge beaucoup trop jeune. Ils vont essayer de compenser les insuffisances de leurs parents et justement de maintenir la stabilité de la famille. On parle ici des parents négligents, missionnaires, qui vont abandonner les responsabilités familiales et parentales à un enfant plus âgé. Ils vont priver cet enfant de son enfance. On verra par exemple cette petite fille de 10 ans qui s'occupe toute seule de ses frères et sœurs. Elle fait à manger, elle donne les bains, elle accompagne à l'école, elle s'occupe de la maison, tandis que les parents s'amusent. Ils sont absents ou ils se désintéressent même de ce qui se passe autour d'eux. Quatrième rôle, la mascotte ou le clown. Cela peut être un parent aussi, ou alors un enfant. Ce membre de la famille qui va utiliser l'humour et le jeu pour désamorcer les tensions. Comme dans le cas de l'enfant héros, ces actions servent à éviter et à dissimuler les problèmes de la famille. Par son comportement, la mascotte va distraire tout le monde et tourner quasiment tout en dérision. Et on ne va pas justement mettre l'accent sur ce qui doit être dit. Cinquième rôle, le toxicomane ou le dépendant aux substances addictives. Le toxicomane est une personne qui lutte contre la consommation de substances ou alors qui a un comportement addictif vis-à-vis de ces substances en question.
Ces problèmes-là peuvent exacerber les dysfonctionnements familiaux ou alors être une conséquence de ces dysfonctionnements. Donc, il essaie de trouver un moyen de s'ajuster à cette situation difficile. 6e rôle, l'enfant perdu. L'enfant à problème ou alors le rebelle. L'enfant perdu va souvent se retirer des conflits familiaux, tandis que l'enfant à problème ou le rebelle va passer à l'acte. Ces personnes vont utiliser ce type de comportement pour faire face à une dynamique familiale qui est dysfonctionnelle. C'est leur manière à eux de réagir, de s'exprimer et de s'adapter à une réalité qui est difficile à vivre pour eux. Donc, ils essaient de l'accepter, mais ce n'est pas évident. Les rebelles seront constamment en conflit avec les autres membres de la famille, tandis que l'enfant perdu fera tout son possible pour s'effacer et éviter les conflits. 7e rôle, le médiateur, l'artisan de la paix. C'est celui qui va tenter de résoudre des conflits ou alors de maintenir l'harmonie au sein de la famille et souvent même à ses propres dépens. Il peut ainsi sacrifier ses propres besoins émotionnels pour répondre à ce qu'il pense être les besoins de ses frères et sœurs ou même de ses parents. Toutefois, il y a des parents qui créent souvent ces rôles chez leurs enfants parce que ils vont dire du malin de qui va pousser certains à prendre position et à essayer de les réconcilier. Donc, les parents, faites attention. 8e rôle, le narcissique. Généralement, c'est le parent. Il a un comportement égocentrique. Il donne la priorité à ses propres besoins et désirs et le reste ne compte pas du tout. Il est sourd et aveugle aux besoins des autres membres de la famille. D'ailleurs, je vous renvoie à la série de vidéos que j'ai faite sur les narcissiques. Cette série de vidéos se trouve sur cette chaîne et elle vous aidera à mieux comprendre qui sont les personnes qu'on appelle narcissiques, qui sont les parents narcissiques et comment gérer les relations difficiles avec ces derniers. Le lien des vidéos se trouve également dans la description de cette vidéo-ci et on va également la mettre dans les commentaires. Chacun des rôles que je viens de citer sert à perpétuer le dysfonctionnement au sein de la cellule familiale, ce qui a bien sûr un impact sur tous les individus concernés. Cependant, nous avons également des schémas comportementaux inadaptés comme la triangulation et le bris de communication. Je te punis par le silence. Je ne t'adresse plus la parole. Je ne te parle plus jusqu'à ce que tu t'excuses. La triangulation est une stratégie de manipulation dans laquelle deux membres de la famille vont s'unir contre un autre membre de la famille. Par exemple, vous avez un problème avec votre mère. Votre frère et vous liguez tous les deux contre elle. Ou encore, vous avez un problème avec votre mari. Votre fils et vous liguez contre ce dernier. C'est ce qu'on appelle justement triangulation. Le bris de communication, pour sa part, est une réaction défensive par laquelle un membre de la famille qui se sent lésé refuse d'interagir avec la personne qui l'a offensé, jusqu'à ce que cette dernière présente des excuses. Ces comportements sont fréquents dans les dynamiques familiales dysfonctionnelles et peuvent avoir des effets néfastes sur le bien-être des membres de la famille concernée. Il est important de prendre conscience de tous ces schémas. C'est la première étape si on sait que des comportements et des relations malsaines dans la famille. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler des conséquences d'une famille dysfonctionnelle sur la santé mentale de ses membres. Autrement dit, dans quelle mesure certaines difficultés que nous traversons aujourd'hui trouvent leurs racines dans une famille dysfonctionnelle qui est la nôtre. Je parlerai également de quelques signes qui peuvent révéler une grande probabilité que nous soyons dans une famille dysfonctionnelle. Et je terminerai avec des conseils et des recommandations pour les personnes qui nous écoutent. En attendant, dites-moi ce que vous inspire cette vidéo. Avez-vous des concepts qui vous ont parlé? Ou alors que pensez-vous simplement des familles dysfonctionnelles et de leur influence sur la santé mentale? Partagez vos réflexions en commentaire ou posez-moi des questions et je vous répondrai avec plaisir. Likez également, partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis donc à très bientôt pour la seconde partie de cette vidéo.